troisième table ronde, c'est le sujet de la relocalisation de filature. Voilà, donc c'est un sujet qu'on a lancé vraiment il y a 3 ans avec Thomas Hurier, je ne sais pas s'il est quelque part, Thomas, mais on avait lancé ça, on parlait de relocalisation alors qu'il se passait encore pas grand-chose de relocalisation en France. Et en 3 ans, je ne sais pas si c'est un tout petit peu grâce à nous, j'espère. Et donc, ça a beaucoup changé. Et donc, voilà. Donc, on va parler de relocalisation. Alors, qui commence ? Pierre, c'était dans l'ordre, non ou toi ? Voilà. Bon, alors je ne suis pas forcément le plus légitime pour démarrer, puisque finalement, il faut rendre à César. Et si on parle de relocalisation, le premier à avoir remis et avoir eu l'audace de remettre des contenus affiliés en France, c'est tout de même Pierre Schmitt. Et donc, je lui passerai la parole ensuite. Tout d'abord, je voulais témoigner de l'action extraordinaire. Je prends quelques minutes pour vous en parler parce que je le vis de l'intérieur depuis plusieurs années. Lorsque j'ai rejoint l'association, croyez-moi, 100% des gens qui assistaient pouvaient recevoir mes postillons puisqu'il n'y avait que 2 rangées de personnes qui étaient là devant moi, 2 rangées de chaises. Aujourd'hui, c'est à la fois stimulant, intimidant de voir d'année en année que le travail de cette association, modeste au demeurant, porte ses fruits au point aujourd'hui d'attirer un public de plus en plus convaincu, de plus en plus nombreux et jusqu'en aval de la filière. Je remercie vraiment tout le travail et l'investissement des équipes de l'Ain et Champs-Rebio, et je vous remercie aussi vous également, puisque finalement vous êtes acteurs de ce mouvement. Alors, en quelques mots, Safilin, filateur de lin, depuis 1778, donc c'est dire si on a vu à la fois les bonnes, les mauvaises années, vécu des difficultés. Pour faire bref, l'histoire récente de Safilin, si on remonte sur ces 30 dernières années, alors voilà, on a été le dernier filateur de lin à produire en France. Jusqu'en 2005, les derniers kilos sont sortis en 2005. C'est loin et en même temps pas tant que ça. Fin des années 90, contexte extrêmement compliqué, on retournera le sablier. Contexte extrêmement compliqué, il fallait survivre. La filière lin était en mode survie. Tout le monde quittait l'Europe, fuyait la France, fuyait l'Europe pour partir vers la Chine, pour partir vers l'Afrique du Sud ou malheureusement pour s'arrêter. On a fait le choix de rester en Europe et de continuer de produire ce qu'on a considéré comme être une production locale, au plus proche, mais économiquement viable, des zones de production, donc en Pologne. Ça nous a permis tout de même de continuer de produire en France pendant encore 10 ans. Ensuite, je vous la fais courte, les 35 heures, la suppression des quotas sur les produits importés de Chine, tout ça, ça a mis à mal le peu de production qui restait en France et on a subi l'arrêt de notre outil de production. Aujourd'hui, on utilise le terme de relocalisation. Je tiens à apporter une petite correction sur ce terme-là. On va plutôt parler de réindustrialisation dans un marché qui est en croissance. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'arrêter des outils, où qu'ils soient. Dans un marché mondialisé, il y a des outils en Chine, il y a des outils en Inde, il y a des outils en Europe de l'Est. Ces marchés-là alimentent des marchés. Déjà, et il n'est pas question de les arrêter en faveur d'une production française, mais bien d'asseoir la croissance de la filière lin à travers une production qui va se réindustrialiser en France. Alors, on pourrait penser que le Covid a joué un rôle majeur dans les prises de décision. Clairement, s'il a été un vrai catalyseur des souhaits des marques, de la distribution, du consommateur, de reconsommer local, les initiatives dont on va parler ici, elles ont vu le jour avant la Covid, puisque, en ce qui nous concerne, la démarche a été initiée, Jacques en a parlé, à travers le petit groupe de travail, l'impossible. Et croyez-moi, il y a 5, 6, 7 ans, j'étais le premier à faire l'exercice d'expliquer pourquoi ce n'était pas possible. J'étais un peu le vilain petit canard, l'empêcheur de tourner en rond, celui qui disait « mais attendez, il faut être rationnel, reproduire en France, quand on vit le marché qu'on vit, c'est extrêmement compliqué. » Oui, mais le monde bouge, et bouge très très vite. Et dès 2019, finalement, chemin faisant, l'idée est venue pour nous de dire, mais finalement, pour Safilin, la prochaine phase de croissance, elle peut se faire en Pologne, elle peut continuer d'alimenter des marchés avec une traçabilité européenne, mais elle pourrait aussi permettre d'adresser des marchés en demande et non satisfaits aujourd'hui d'un produit 100% transformé en France, de la plante au produit fini. Et c'est bien tout l'enjeu de notre projet de filature, donc, qui a été initié en 2019, qui a déjà été présenté, alors à l'époque à la région Hauts-de-France, et puis qui a fait son chemin. Alors la Covid, oui, a joué le rôle de catalyseur, a joué le rôle de révélateur des intentions du consommateur et nous a permis en fait d'accélérer le processus. Et en cela, je remercie vraiment la classe politique dans son ensemble, les collectivités, que ce soit la région Normandie,
que ce soit l'Alsace, que ce soit les Hauts-de-France, chacun a joué son rôle pour accompagner les projets industriels. Il n'en reste pas moins que ces projets-là, il y a une prise de risque que prennent les industriels qui osent investir. À notre échelle, c'est un investissement de 5 millions d'euros pour une croissance de production d'à peu près 10% de ce que l'on produit actuellement en Pologne. Eh bien, cette prise de risque, il serait important que les acteurs de l'aval qui nous ont poussés depuis quelques années, qui s'étonnaient qu'il n'y ait plus de filature en France, alors que pour certains, ils en ont quand même été en grande partie les acteurs dans un marché mondialisé où il fallait sourcer le plus loin possible et le moins cher possible, eh bien, il est temps aujourd'hui de jouer votre rôle et d'encourager les initiatives qui ont été prises et de nous assurer que le risque que nous prenons, l'investissement que nous faisons sera payant. Et donc, je demande, alors dans l'Assemblée, je pense qu'il y a des convaincus, mais plus largement, aux acteurs de la distribution qui ont envie de voir renaître des filatures en France, qui ont envie d'apporter à leurs consommateurs, à leurs clients, un produit 100% tracé, 100% local, vertueux, eh bien, jouez le jeu dès aujourd'hui, accompagnez l'ensemble des projets dont on va discuter, donnez-leur du carnet de commandes, donnez-leur de la visibilité, donnez-nous cette visibilité, et demain, les projets grandiront, et peut-être d'autres viendront se joindre à nous. À l'échelle d'une filature comme Safilin l'apporte en France, on va parler de 14 continus à filer. Alors, nous avons la chance, nous, déjà, de maîtriser les 2 technologies de filature, au mouillé et au sec, ce qui va nous permettre, en fait, d'adresser l'ensemble des marchés. Évidemment, les marchés mode, très captifs et très réceptifs à la traçabilité, mais n'oublions pas les marchés d'ameublement qui le sont tout autant. La production qui est prévue en France, on peut considérer que c'est de l'équivalent à peu près d'1 million de vêtements. Ça fait beaucoup 1 million de vêtements. En France, la consommation dépasse le milliard. Donc il doit y avoir la place. Il y a simplement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie volonté des acteurs de la distribution, des marques, de s'approprier le produit, de le valoriser. Et je pense que demain, les nouveaux modèles économiques doivent se repenser pour pouvoir intégrer des produits produits en France. On va parler de seconde main, de recyclabilité, ce qui peut changer l'approche économique que peuvent avoir aujourd'hui certaines marques avec des coefficients multiplicateurs de 3, de 4, de 5, qui seront peut-être plus les modèles de demain et qui vont permettre à nos entreprises, à nos productions de trouver place auprès des consommateurs. Et croyez-moi, vous êtes 250, 300 ici, mais il y a bon nombre de consommateurs qui sont convaincus et prêts à payer un peu plus cher. Et quand je dis un peu, je mâche mes mots, puisque si on prend l'impact aujourd'hui d'un fil produit en France par rapport à un fil produit en Europe de l'Est, en lin, dans un t-shirt, en prix de revient, il est de 2 euros. 2 euros par vêtement. Est-ce que c'est inaccessible? Est-ce que c'est impossible par rapport à la valeur intangible, immatérielle qui est portée par le produit? Je pense que c'est tout à fait accessible et digérable par la distribution. Alors, ce projet, je vous l'ai dit, il y a une prise de risque. Et ce risque dans la filière, on est plusieurs à le partager. Pierre a eu son initiative. Je tenais à associer d'autres industriels qui sont peut-être dans l'ombre de mon projet, mais qu'on a tenu aussi à faire participer à l'aventure de cette réindustrialisation et non pas relocalisation. Il existe encore des savoir-faire en France. Il y a des tailleurs, il y a des liniculteurs, évidemment, des tailleurs, mais il y a des peigneurs, il y a des transformateurs de fibres, il y a des teinturiers, comme ceux qui se sont exprimés. Bien, notre projet, il tend à fédérer tous ces acteurs-là, alors où qu'ils soient aujourd'hui, qu'ils soient en Hauts-de-France, en Normandie, en Alsace ou dans toute autre région. On parle avant tout d'un retour d'une production en France, et il est important de briser un peu les carcans régionaux et de se dire qu'aujourd'hui, il faut fédérer tous les acteurs autour de ce projet. Alors, c'était pas prévu et j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais pour vous montrer qu'on est une filière unie, soudée, je voulais faire venir peut-être sur l'estrade Olivier Ducatillon, qui, au demeurant, alors Safilin 1778, mais la société Le Maître de Mester 1835, donc un peu plus jeune, mais vous verrez, ça ne se voit pas. Eh bien, au demeurant, très bon client de Safilin, spécialiste du lin, et qui va vous parler aussi, alors je suis désolé, mais en peu de temps, mais au moins quelques mots sur l'autre projet de filature. Bonjour Pierre.
Merci Olivier et merci à tous d'avoir cette possibilité de s'exprimer. Je lui dois le respect, vous l'avez compris, je suis un petit jeune. Nous, on est une start-up de 1835, le Maître de Messer. Donc forcément, je lui dois beaucoup de respect. J'ai déjà été briefé parce qu'ils savent tous que je suis à peu près comme lui. Ça doit être dans l'ADN du lin et du chanvre, c'est qu'on parle beaucoup et on est capable de rester des heures. Mais là, on m'a dit qu'il y avait un timing à respecter. Je vous parle de ça, vous allez dire mais pourquoi il me parle de ça? Hier soir, on était à l'Assemblée Générale de l'UITH, donc je suis président du syndicat textile des Hauts-de-France et on a lancé la Textile Vallée. Alors pourquoi il nous parle de ça? Parce que la Textile Vallée, le concept, c'est depuis la Covid, on a entendu beaucoup plus qu'avant parler d'ensemble, collectif, solidarité. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez tous très bien comprendre et adhérer naturellement. Il faut vous dire que ça bouge, les lignes bougent, en amont, en aval, même dans les syndicats professionnels où on essaie de rassembler tout notre écosystème. Et je rebondis et j'apprécie cette main tendue d'Olivier et de Pierre de dire qu'on ne se construit jamais contre quelqu'un ou quelque chose, mais on se construit toujours avec les autres. C'est en tous les cas, si on veut se construire dans le long terme, c'est ça. Il y a sûrement de la place pour tout le monde, on n'en sait rien, mais parce que ce marché n'existe pas, mais on y croit tous. Donc nous, on a aussi lancé, on en parle un peu moins, mais on a aussi lancé notre filature dans le groupe NatUp, qui verra le jour fin décembre sur l'endroit du Peignage Saint-Martin en Normandie. Donc, je aussi rejoins Olivier sur le fait de remercier les pouvoirs publics qui ont joué leur rôle dans l'ensemble des régions. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on essaye encore une fois ensemble, on va lancer avec sa filature une plateforme collaborative. Le principe, c'est d'être open source. Le principe, c'est de tendre la main à tout le monde et qu'on soit concurrent, on est avant tout confrères, on partage la même passion, les mêmes enjeux. Et on va lancer cette plateforme où tous les gens qui ont envie, qui ont des questions, qui ont des propositions ou qui viennent chercher des réponses autour du lin Made in France et du chanvre bientôt également, on accepte tout le monde, on aura tout le monde. L'idée, c'est, encore une fois, c'est de faire ça ensemble, qu'on se rejoigne, qu'on le fasse. Et tant qu'on ne vient pas juste pour piquer des idées et puis se dire « moi, je viens espionner, je me barre », tout le monde est le bienvenu et tout le monde aura la possibilité d'échanger, d'apporter et on apportera des réponses. Et encore une fois, c'est ensemble qu'on va construire ce marché français du Made in France. Merci à tous. Pierre. Non, mais par rapport à Safilin, je précise que je trouve que c'est un superbe exemple parce qu'effectivement, dans les années 2005, ils auraient pu aller en Chine comme tout le monde. Ils ont eu la bonne idée de s'arrêter en Pologne parce que c'est quand même plus rapide de revenir en France à partir de la Pologne que de la Chine. Donc, ils étaient assez prévoyants. Cela dit, donc, comme Olivier a eu la gentillesse de rappeler qu'effectivement, nous avons une filature aujourd'hui opérationnelle en Alsace qui marche depuis 1 an et qui fait du très beau travail puisque pour les spécialistes, nous arrivons à faire un NM12 au sec, ce qui est en fonction par rapport aux professionnels pas mal du tout. Alors évidemment, pas seulement grâce aux machines Schlumberger que nous avons récupérées de Hongrie, mais des machines qui sont en très bon état, parce que le matériel Schlumberger est exceptionnel, comme chacun le sait. Et en fait, donc, on a eu la chance de bénéficier d'une nouvelle machine qu'on appelle une craqueuse et qui permet de préparer mieux, pour faire simple, le lin pour les continuer à filer. Et c'est grâce à cette innovation majeure qu'on a maintenant une filature qui est tout à fait expérimentale. Et on est très optimiste pour l'avenir parce que grâce aussi à un appel à projet qui a été validé par l'État et où on a donc soumis une nouvelle génération de machines que va construire Schlumberger, nous serons en mesure de faire un fil beaucoup plus fin. Donc, j'ose pas dire l'objectif qu'on s'est fixé parce que sinon, Olivier va me traiter de fou et ce serait désobligeant. Mais on a honnêtement l'espoir de faire des fils extrêmement intéressants. Et tout ça dans un contexte donc, du filature au sec qui est toujours plus agréable au niveau des conditions de travail. Un fil également qui va froisser moins, puisqu'en fait, nous, dans la filature au sec, on a l'avantage d'extraire la pectine, qui est souvent à l'origine de la froissabilité. Donc le défi
vraiment, dans les années à venir, c'est de développer en France une nouvelle génération de machines et de lin qui ne froissent pas. Et vous savez tous que beaucoup de gens sont prêts à porter du lin, mais qui froissent moins. Mais aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, nous pensons pouvoir le faire. Alors c'est un peu avant-gardiste, mais ça ouvre des potentiels énormes. Et tout ça, ça se passe en France. Alors pourquoi, si vous voulez, on a réussi on a aussi peu de temps à évoluer par rapport aux 20 dernières années? Olivier pourra vous le dire, le lin qui est sorti de sa dernière filature est exactement le même qui sort de la Pologne. Il n'y a eu aucune innovation. Et à partir du moment où on a les machines, les hommes, les savoir-faire, les process dans les ateliers à côté de chez vous, vous avez un écosystème au niveau de l'innovation qui est miraculeux. Tout le monde parle d'innovation, mais il ne faut jamais oublier que l'innovation ne se fait pas en délocalisant. C'est en relocalisant, en ayant tout le monde autour de soi, qu'on fait des merveilles. Et nous, on le vit tous les jours, et c'est absolument incroyable de voir cette dynamique qui est en train de s'installer et qui est vraiment un moteur incroyable de l'innovation. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles, et je crois que c'est une aventure absolument exceptionnelle. Et je crois qu'en Alsace, aujourd'hui, pour parler un peu de l'Alsace, on a la chance de créer un écosystème totalement unique autour de Mulhouse, qui est quand même une grande région textile. Et nous avons aujourd'hui le constructeur de machines. Il y en a aujourd'hui pour les continuer à filer, pour le sec et demain pour les mouiller également. Nous avons un constructeur qui est mondialement connu, qui s'appelle Schlumberger, que vous connaissez tout le monde. Et c'est un gros avantage d'avoir un constructeur à côté, d'avoir une filière textile totalement intégrée. Donc nous avons la filature, nous avons le tissage et l'ennoblissement. Et ça, c'est un atout incroyable. Et en plus, nous avons l'école d'ingénieurs textiles, l'ENSISA, à Mulhouse, les labos, le LPMT, le laboratoire physique et de mécanique textile. Donc on a un écosystème qui est unique. Alors pourquoi faire? Tout simplement, également, pour faire une plateforme de formation. Parce que tout le monde sait que c'est extrêmement difficile de réhabiliter ce métier. Je pense que nous avons l'ambition de faire une plateforme de formation en Alsace qui peut servir de modèle un peu à toute la France. Et je rappelle juste, Olivier l'a mentionné, il y a plusieurs projets de filature, c'est très bien. Donc si demain il y a 5 filatures, si après-demain il y en a 10 qui font chacune 500 tonnes, ça fait 5000 tonnes. 5000 tonnes par rapport à une production de lin en France de 150 000 tonnes. Donc c'est même pas à peu près 3% de la production de France, c'est 3 fois rien. Donc il y a de la place, il y a vraiment de la place pour beaucoup de nouveaux acteurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier qui disent qu'il n'y a absolument pas de concurrence aujourd'hui entre les deux. Je n'étais pas là non plus hier, donc je récupère. Donc, bah oui, faut pas, on est venu d'Alsace, on a fait 700 km quand même. Un peu de respect, quand même. Donc, on a aujourd'hui, je crois, une chance de créer en France une industrie qui est absolument unique. Et je crois qu'il faut aller même plus loin parce qu'on a parlé des composites. Et je crois qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est vrai que la filière textile est en train de renaître. On a beaucoup d'atouts, mais il ne faut pas oublier là aussi la filière de la chimie. Certains d'entre vous connaissent Arkema. C'est quand même le spécialiste des polymères et des résines qui permet de faire des composites. Alors la chimie, c'est aussi la chimie verte, c'est les résines biosourcées. Mais on a une filière de chimie qui est assez exceptionnelle aujourd'hui en France. Et si vous faites travailler ensemble la filière de la chimie avec la filière textile, vous faites quelque chose d'unique sur la planète. Il n'y a pas de filière aujourd'hui aussi intégrée que celle qu'on a en Alsace et en France avec la filière de chimie. Il faut juste que les deux travaillent ensemble. Et je pense, honnêtement, je ne suis pas le seul, que la France, demain, peut devenir le leader des matériaux biosourcés au niveau de la planète parce que nous avons tous les atouts. Mais il faut encore que l'État... Il faut que l'État accompagne cette filière pour être le leader mondial. On ne le fait pas avec quelques cacahuètes. Il faut vraiment des moyens. Et je pense aussi, parce qu'effectivement, l'État soutient des gros projets, et c'est important, mais l'État doit aussi soutenir des petits projets,
des projets de start-up, parce que souvent l'innovation vient de jeunes entreprises, et il y en a beaucoup, et souvent ils galèrent, et je trouve que c'est assez indécent parfois de réserver les budgets de recherche à des grandes entreprises. Il faut aussi que des jeunes entreprises puissent en bénéficier. Alors bonjour à tous, moi je suis Nina Giorgi, je fais partie de LC Bio et je suis en charge de la mission, une étude de faisabilité de relocalisation des filatures. Donc merci à vous tous, merci à tous les filateurs là qui m'aident. Je remercie ma stagiaire qui s'appelle Camille Clisson-Cogrel qui est au fond là-bas et qui travaille avec moi sur cette étude. Elle est bientôt ingénieure en 7, donc elle m'aide dans tout ce qui est chiffrage et j'en ai bien besoin. Donc alors, cette étude de faisabilité, c'est un grand rêve en fait. Tout au début, on s'était baladé avec Pierre il y a des années dans les champs de lin et je lui ai dit mais tu sais ce qui manque? Et il me dit la filature et j'ai dit oui. Alors voilà, donc maintenant la filature existe. Comme Olivier Guillaume le disait, c'était quelque chose qui était vraiment pas dans l'air du temps du tout. Voilà, et donc ces projets et ces rêves se concrétisent. Maintenant, cette étude de faisabilité, elle est aussi là pour savoir si les porteurs de projets qui sont formidables et qui sont aussi ici présents avec Virgocop pour l'Occitanie, l'Infini pour un projet qui se dessine dans le Finistère en Bretagne et peut-être d'autres aussi. Comment maintenant est-ce qu'on peut monter une filature ici avec quels sont les composants nécessaires, indispensables, obligés, les difficultés, voilà, quand on n'est pas adossé à un gros groupe ou quand on n'a pas forcément les savoir-faire historiques. Voilà, donc toute l'étude repose là-dessus. Je ne j'en dirai pas beaucoup plus parce que les résultats finaux seront donnés en décembre devant la région. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Hervé Morin que nous avons vu avec notre président d'association l'année dernière en juillet pour lui parler de cette étude de faisabilité pour une filature au sec, puisque le projet de Safilin était annoncé et celui de Natop voilà, était axé à l'origine vraiment sur du mouillé. Donc ça rend très bien dans son projet de développement de région. Il soutient vraiment ce projet et je tiens vraiment à le remercier. Sinon, cette étude de faisabilité n'était pas faisable. Voilà. Je voudrais ajouter un petit mot, parce que comme vous l'aurez compris, une filière, c'est aussi les machines, l'innovation, la R&D sur les machines, aussi bien très en amont, comme l'a expliqué tout à l'heure Monsieur Pierre Amadieu pour l'Occitanie, et tout ça, et que pour les filateurs également, il est très important d'avoir proche d'eux un fabricant. Ici, on a la chance, comme le disait Pierre Schmitt, d'avoir le fabricant, le leader mondial sur les fibres longues, qui est Schlumberger. Et nous avons la chance d'avoir un petit texte, que je vais vous dire quelques extraits de ce petit texte, de Monsieur Étienne Leroy, qui dirige cette entreprise et qui aurait voulu être là avec nous. Alors, je ne parle pas en son nom, je lis son texte, voilà, puisqu'il voulait être là. Alors, je ne suis pas Étienne Leroy, mais ça scintille, je suis Étienne Leroy, le directeur général de Schlumberger, et j'ai le plaisir de vous présenter notre société qui sommes nous, également une start-up de 210 ans. À Guebwiller en Alsace est le leader mondial des machines destinées aux fibres longues. Les fibres longues, c'est d'abord pour nous la laine, évidemment, mais ce sont surtout les fibres naturelles, animales et végétales. Et cela depuis 200 ans. Donc on a acquis une grande expérience dont nous sommes extrêmement fiers. Aujourd'hui, si on regarde la filature de lin dans le monde entier, les lignes complètes Schlumberger sont à l'œuvre sur les étoupes de lin partout dans le monde. Alors évidemment, essentiellement en Chine et en Inde, mais également en Europe. Étant le président de l'Agence régionale d'innovation pour le Grand Est, j'ai travaillé récemment sur la relocalisation de la filière textile. C'est un sujet qui me passionne et nous passionne ici, chez Schlumberger. Et nous serions absolument ravis d'accompagner la relocalisation des filatures. Voilà.
lin, nous savons traiter toute la chaîne textile. On s'aperçoit qu'il nous manque 2 maillons. Le premier maillon, c'est la filature. Et Schlumberger étant le leader mondial de la filature, nous pouvons travailler sur ce sujet. Le deuxième maillon, c'est la confection, et les Français démontrent leur talent à redéployer de la main-d'œuvre qualifiée et en circuit court. Nous pouvons être compétitifs. Donc, en fait, le dirigeant est tout à fait dans la lignée de ce qui a été dit ici. Une information importante, nous nous lançons maintenant dans les installations de lin eau mouillée. Alors, je ne vais pas vous faire une description technique aujourd'hui, mais sachez que nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui le veulent. Nous préférons évidemment travailler au développement de ces savoir-faire entre Français. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente rencontre, fructueuse, sur ces fibres naturelles, et nous serons ravis chez Schlumberger de partager les projets qui en découleront. Une dernière chose peut-être, je suis née au Havre. J'ai grandi entre Saint-Romé de Colbosc, Saint-Jean de Folleville et Saint-Antoine-la-Forêt. Ça veut dire peut-être quelque chose à certains d'entre vous. En un mot, je suis normand et je regrette beaucoup de ne pas être là avec vous aujourd'hui en Normandie. À bientôt, c'est certain. Voilà. Merci Nina. Et on a dépassé le timing. On va passer le micro pour quelques questions sur ces projets de filature et de relocalisation, de réindustrialisation de filature. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des questions à l'extérieur de la salle? Bonjour, alors Xavier Denis, fondateur de l'Infini, avec mon cofondateur Tim Muller. Vous l'aurez compris à son nom, Muller, il est alsacien. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons rencontré Pierre Schmitt il y a maintenant quelques semaines. Et ce qui est beau à entendre, et c'est pas vraiment une question, mais c'est un témoignage, c'est de voir que finalement, des gens installés qui ont ce savoir-faire comme Pierre Schmitt viennent aider des startups comme la nôtre, parce qu'on est une jeune startup. On n'est pas des spécialistes du textile, mais de voir justement que chaque acteur vient aider finalement ces nouveaux projets, de relocaliser des savoir-faire en France. Ça, c'est beau à entendre, c'est beau à avoir, comme Lin et Chanvre Bio, comme l'ensemble des acteurs que l'on rencontre sur le territoire, puisqu'avant de monter ce projet, on met à cœur à rencontrer l'ensemble des acteurs. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Pour relocaliser ce projet en Bretagne, il faut savoir que la Bretagne a une histoire forte avec le lin depuis le XVe siècle. Et ça a été aussi pour nous important d'être à nos côtés, d'avoir à nos côtés l'association Lin et Chanvre en Bretagne. Et c'est comme ça que l'on avance concrètement dans ce projet. Ça sera un projet qui sera installé autour d'un patrimoine existant, puisqu'il y aura autour de cette usine qui sortira en 2022, il y aura des maisons de paysans marchands, maisons de tisserands qui vont être rénovées et pour apporter aussi un côté culturel important au projet de cette filature du XXIe siècle. Donc c'est simplement un grand merci à vous, acteurs importants, de nous aider dans cette démarche. Et merci à Pierre Schmitt. Et d'ailleurs, je porte une chemise de matière française et je suis fier de la porter. Merci à vous tous de nous aider à monter ce projet et merci à Lin et Chanvre Bio également de nous permettre cette mise en relation avec l'ensemble des acteurs. Un autre intervenant, une question? On a des projets dans toutes les régions et il n'y a pas de concurrence. Merci. Kelly Davou, des Tricots Saint-Jean. Je représente Luc Le Sénécal aujourd'hui qui est absent. Et donc, nous sommes partenaires effectivement sur le développement du Made in France, des fibres nobles notamment. Et nous venons de présenter notre collection été 2022. Et le lin a une image forte effectivement pour l'été. Néanmoins, vous avez attiré le sujet sur la froissabilité, puisque c'est une image qui n'est pas bonne pour la commercialisation. Et je suis ravie de savoir que vous travaillez sur un traitement qui va effectivement améliorer cette image. Et pour l'hiver, nous commençons à travailler sur des mélanges de laine et chanvre. Et c'est pareil, l'image n'est pas assez forte aujourd'hui sur le chanvre. Et je pense qu'il est important que vous communiquiez, que vous donnez une autre image des fibres. Quels sont vos projets sur la communication par rapport à ces fibres naturelles et nobles? Merci.
vais juste préciser quelque chose. L'avantage de la filature au sec, elle permet justement, j'ai oublié de le dire, donc merci de le rappeler, elle permet de faire des mélanges intimes. La filature au mouillé ne le permet pas. Mais la filature au sec permet donc de... C'est comme ça, mais en mélange intime. Donc permet effectivement de rajouter de la laine, ce qui améliore encore la froissabilité. Donc vous faites très bien de le rappeler. Et également, vous pouvez faire actuellement, nous sommes en train de faire pour un gros client très connu, un mélange de lin et soie, et ça c'est sublime comme mélange. Et il y a plein de mélanges. C'est à cause de ça que cette filière est tellement importante et ça ouvre énormément de perspectives. Je vais me permettre, je suis désolé Pierre, de te contredire. Mais en fait, la filature mouillée permet également de faire des mélanges intimes, et notamment le mélange lin-laine sur lequel nous travaillons, puisqu'il y a une forte demande et une forte envie de désaisonnaliser le lin, qui a une forte connotation été. Or, le lin est agréable à porter en hiver aussi, et si on le combine avec une matière qui, elle, a déjà son positionnement hiver, eh bien ça fonctionne très bien et l'attente est là. Donc nous avons commencé à travailler un mélange intime en filature au mouillé, lin et laine. Et je voulais rebondir sur un point qu'a mentionné tout à l'heure Monsieur Ménage. Il a fait allusion à la filature lait cru mouillé eau chaude. Eh bien, nous sommes en train de réhabiliter dans notre filature ce procédé, un procédé qui a été perdu il y a extrêmement longtemps. Et aujourd'hui, nous reproduisons à nouveau de lait cru eau chaude dans notre filature. Ça veut dire qu'on est sur une transformation 100% mécanique. Alors évidemment, ça ne permettra pas aujourd'hui d'aller vers tous les titrages, mais on est capable d'aller quand même relativement fin. Et donc, à travers ce procédé-là, de proposer un mélange lin, laine, et voire lin avec d'autres matières, et pourquoi pas ultérieurement chanvre, laine, chanvre, lin. Enfin, le champ des possibles est extraordinaire. Donc vous avez le choix. Vous avez la possibilité de tester le meilleur. Et il me repasse la parole, donc... Et moi, je voudrais juste préciser sur le côté froissé du lin. C'est important parce qu'on peut le voir comme étant un problème ou un défaut. Il faut quand même savoir que depuis 10 ans, on nous paye pour faire un traitement supplémentaire pour le froisser davantage sur certains autres produits. Donc c'est un peu la difficulté de la mode et de certaines exigences de certains clients, mais on a cette dualité sur certains produits où d'un côté il faut qu'il ne soit pas du tout froissé, de l'autre côté il faut qu'il soit froissé au maximum. Donc c'est intéressant. Je crois que vous avez froissé Olivier là, légèrement. Non mais si on revient juste sur ce petit point, désolé Jacques, mais... c'est un problème, pour moi c'est un faux problème. Depuis 10 ans, le succès du lin est grandissant. Froissé, pas froissé, l'utilisation aujourd'hui, on est sur du froissé chic, du porté. Alors il y a peut-être certaines attentes, les qualités des matières premières, la qualité de travail également. Il y a des qualités de lin qui sont faites loin d'ici et qui effectivement, matraquées par la chimie, provoquent des soucis de froissabilité. Mais aujourd'hui, la froissabilité, elle est contournée à travers des utilisations, des transformations. La maille également, si je peux me permettre de mentionner les produits de l'important, les t-shirts que porte fièrement Paul, ça n'est pas froissable, c'est très agréable à porter. Georges Major, Peignage du Mortier. Oui, très bien. Pardon ? Ah oui, je ne suis pas habitué. Puisque vous parlez de mélange lin-laine, sachez que le Peignage du Mortier a une longue histoire dans les mélanges de fibres, et en particulier fibres de lin. Nous avons eu un atelier qui... Pardon ? Non, mais les Hauts-de-France ont absorbé l'Alsace en passant par la Champagne. On a un point commun, c'est que nous cultivons également le houblon dans les Hauts-de-France. Et Peignage du Mortier est membre fondateur du club de l'association Tricolore, qui a pour but de revaloriser la filière lainière française. Alors, comme nous sommes écuméniques, nous travaillons aussi bien les fibres naturelles végétales que fibres naturelles animales. Et nous avons développé un mélange à partir d'étoupes de teillage, tête-pied, et des laines françaises, qui peuvent être des laines des mérinos,
d'Arles, qui peuvent être des Préalpes ou des mélanges Île-de-France. Donc si vous cherchez des mélanges laine-lin, chanvre-lin, n'hésitez pas à venir nous voir. Je voudrais juste rappeler une raison historique. Je l'avais déjà dit la fois dernière, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Si on n'a pas mélangé le lin et la laine, c'est pour des raisons religieuses. Il faut savoir jusqu'à il y a 20-30 ans, le textile était dominé par le sentier parisien. Et évidemment, la culture juive était dominante. Et la culture juive interdit de mélanger les fibres animales et les fibres végétales. Donc c'est simplement pour des raisons historiques qu'aucun effort n'a été fait dans ce domaine. Mais les solutions existent. Oui, donc Serge Rutel, expert au niveau des traitements textiles au sens plutôt chimique, et je partage essentiellement ce que dit Pierre Schmitt, à savoir que dans le textile, et on le voit par ces nombreuses start-up qui sont sur l'estrade, qu'il y a une connaissance importante du monde textile par le métier de filateur, le métier de tisserand, voire des tricoteurs qui se trouvent dans la salle, et également donc les teinturiers. C'est tout un monde qui ne font que par leur passion des produits. Et je pense qu'il est important de reprendre la main sur cela. Pierre disait aussi l'écosystème de proximité. Bien sûr que l'innovation passe par la proximité, parce que ce sont les hommes et les femmes qui font le produit. Ce ne sont pas naturellement des tableaux Excel qui permettent de faire qu'un prix. Ça ne marche pas. Et je pense que là, on est peut-être sur un tournant où on va associer en fait deux choses qui me paraissent extrêmement importantes dans le métier, à savoir la science des matériaux au sens externe du terme, c'est-à-dire ça c'est essentiellement le filateur, on va dire essentiellement sur la filière, et puis ensuite celui qui va apporter des qualités, de la fonctionnalité au textile, à savoir le chimiste. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas rendre dual en fait la connotation naturelle et la chimie. La chimie peut être verte. Il existe en France des teinturiers qui sont capables de rejeter de l'eau plus propre qu'ils n'en pompent. Donc il faut qu'il y ait à nouveau ce remaillage industriel qui permettra certainement pas seulement qu'une relocalisation, mais une réindustrialisation des savoir-faire. Et je pense que dans l'avenir, pour ce qui nous concerne, ce qui est important de rajouter, c'est d'avoir la ressource humaine, et c'est sur cela qu'on va devoir travailler. Car depuis 40 ans, malheureusement, ou 30 ans, ou 20 ans, enfin on peut prendre les chiffres qu'on veut, j'ai vu plus d'entreprises fermées que naturellement créées. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être à l'heure où on va recréer par les start-up, parce qu'il faut associer également la jeunesse naturellement au mouvement. C'est la remarque que je voulais faire. Merci Serge. Ça marche ou pas ? Ça marche, oui. Merci beaucoup. Donc on arrête, non, parce que là, on va trop dépasser le temps. Donc si vous avez une question, on la poserait à la fin de la 4e table ronde. Voilà, je me permets. Donc merci beaucoup à tous les animateurs de cette 3e table ronde.